bonjour, bienvenue. L'actualité économique jusqu'à 10h. Il sera question du vent qui tourne. Quand le vent tourne, je tourne avec. Les Britanniques me fascinent. On voit qu'effectivement, la crise est plus grave que prévu. Alors, la Big Society de David Cameron, qui suppose de remettre à plat totalement l'État-providence, le rôle du privé, eh bien, avec une crise plus grave, finalement, les gains espérés ne sont pas forcément au rendez-vous. Le déficit est plus important que prévu. La dette est plus importante que prévu. Et on réalise qu'une rigueur à la hache. Avec zéro croissance, ça n'est pas viable. Alors voilà comment soudainement le tandem Cameron-Osborne met de l'huile dans la machine et va finalement faire une sorte de relance keynésienne, tout en n'oubliant pas de supprimer encore plus de postes de fonctionnaires que prévu. Les Anglais nous ont apporté le Parlement, le train, la mini-jupe d'ailleurs, et ils nous ont appris ce qu'était la vraie réforme de l'État et ils nous enseignent une fois de plus ce que veut dire le mot pragmatisme. Et puis le pragmatisme aussi des chefs d'entreprise, car ils sont de plus en plus nombreux à anticiper ce que sera leur vie, leur business si l'euro venait à disparaître. Diageo, leader mondial des spiritueux, se dit: combien je vendrais ma bouteille de whisky en France si je devais la vendre en francs? Ou encore le leader mondial du tourisme, TUI, qui a officiellement demandé à ses hôtels grecs tout récemment de bien vouloir assez vite adapter leur informatique si d'aventure ils devaient se retrouver à faire des facturations en drachmes. Catherine Gers, bonjour. Bonjour. Operating Partner chez Citygate, Dew Rogerson, c'est du conseil en communication financière. Christian Poyot, bonjour. Bonjour Nicolas. Il est PDG de Micropole, il est président de la Fondation Croissance Responsable. Il a également été président de Croissance Plus. Et avec nous Arnaud Giraudon, bonjour et bienvenue. Bonjour Nicolas. Il est président d'Acomassure, c'est du courtage en assurance, c'est un site internet, mais enfin il a quand même un passé qui parle pour lui, puisqu'il a été fondateur de Fortuneo notamment, et il y a eu d'autres activités dont on parlait hors antenne. Est-ce que vous adhérez à cette espèce de pragmatisme incroyable des Anglais, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite? La crise change, le contexte change, alors je change. Oui, c'est Question Poyot. Tout à fait évident. Regardez, nous on fait un projet de loi de finances à horizon 6 mois et on débat encore pour savoir s'il faut parler d'effort ou de sacrifice. Moi, je souhaiterais plus qu'au lieu de parler du pragmatisme qui est assez classique des Anglais qui regardent les choses de manière assez froide, comme d'ailleurs globalement les Allemands, on va dire dans un peu tous les pays du nord de l'Europe. Ils regardent leur chéquier les Allemands et leur ligne. Oui, non, enfin, on en reparlera peut-être dans le cours de la discussion, mais enfin ils sont assez pragmatiques en disant vous demandez de faire chéquier commun, nous on veut bien, mais avant faut qu'il y ait des mesures claires pour montrer qu'il y a eu un contrôle budgétaire, etc. Donc là aussi c'est du pragmatisme. Et tous ces pays-là se disent en même temps, bien sûr, il faut agir sur la réduction des dépenses, mais il faut aussi doper la compétitivité, c'est-à-dire favoriser l'emploi, la création d'entreprises, etc. C'est jamais un seul levier qu'il faut agir. Donc plutôt que de parler du pragmatisme des Anglais, parlons plutôt un petit peu du non-pragmatisme français. Je voulais espérer avec vous, Christian Poyot, avant de revenir dans la chienlit politique tricolore, j'espérais que vous alliez me dire oui, il y a des leçons à prendre. Et bien sûr, une réforme de l'État, ça veut dire qu'on fait pas je pense 10% de dépenses, 90% d'impôts. Comme toujours dans ce genre de situation compliquée, il n'y a pas une seule mesure. Il n'y a pas le bouton sur lequel on appuie qui règle les sujets et que ça soit à droite ou à gauche, etc. Bon, qu'est-ce qu'on voit à chaque fois? Mais c'est ça qui est hallucinant et c'est pour ça que je reviens sur la situation française, c'est qu'en France, on est un petit peu les yeux bouchés sur ces sujets. En France, on en est simplement à se dire, il va falloir faire des mesures. Ça, pour le coup, ça a été compris et c'est compris par les hommes politiques de droite et de gauche. Tout le monde le dit, il faut faire des mesures. Super. Mais lesquelles? Ah, là, pour l'instant, on attend encore et c'est pas très clair. Soit on a le Parti Socialiste qui est encore dans un flou total et qui attend de voir comment évolue la situation pour proposer quelque chose, mais pour l'instant, il y a un silence là-bas. D'accord? Soit on a effectivement la majorité au pouvoir qui fait des choses, n'exagérons rien, mais qui sont bien en deçà de ce qu'il faudrait faire. Donc on est encore on n'est plus dans le déni de la réalité. On a progressé. On est dans l'acceptation de la réalité, mais on n'est pas dans la prise de mesures concrètes. Et effectivement, inspirons-nous du pragmatisme des Anglais, très bien, mais aussi des Allemands, qui eux avancent, peut-être pas à la vitesse où on souhaiterait, comme on souhaiterait que ça, mais ça avance. Je vais réagir dans un instant, Catherine Gerst et Arnaud Giraudon, mais vous dire quand même ce que George Osborne nous dit hier. Alors, il a un programme de grands travaux à 35 milliards d'euros financé pour les 2/3 par de l'argent privé venant des fameux fonds de pension, ONI en France. Également un fonds de garantie pour être sûr que les PME vont continuer à pouvoir trouver du crédit et pas trop cher. Il y a aussi le gel des salaires des fonctionnaires. Ils ne sont plus gelés. Hausse limitée à 1%, mais ils ne sont plus gelés. Pourtant, le programme de suppression d'emplois dans la fonction publique passe de 400 000 à 710 000. C'est pas loin du double. Et puis on nous annonce aussi un alourdissement de la taxe sur les banques. Alors, allez-y Arnaud Giraudon et puis Catherine Gers. Comment vous réagissez à ce truc-là? Il y a matière à s'inspirer de l'exemple anglais. En effet, la France est dans une situation somme toute analogue. Pression des agences de notation, niveau de dette record, perspective de croissance plus faible. Et effectivement, comme les Français, ils ont dans un premier temps
se sont engagés dans un plan de réduction à court terme des déficits par l'impôt, vous le disiez. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont au-delà, parce qu'il s'agit de travailler du court terme, mais aussi le moyen terme. Et les agences de notation on le voit, sont presque plus sensibles aux actions de fond qu'aux actions de strict court terme. De plus en plus d'ailleurs à la crédibilité du pilotage politique. Voilà, du pilotage politique. Et donc ici, ce qui est intéressant dans ce plan-là, c'est qu'on travaille les dépenses. Donc on cherche à réduire le train de vie de l'État, et la France, avec 55% de PIB, de produit intérieur brut consommé par les dépenses publiques, se situe dans la fourchette haute des standards européens occidentaux. Et donc là, il y a matière à source d'inspiration. Même mondiaux. Voilà, exactement. Donc il y a la matière à source d'inspiration, même si les conséquences sociales, on le voit avec cette grève qui s'annonce, doivent être gérées au plan politique. Donc ça, c'est le sujet A au niveau des dépenses. Sujet B au niveau de la relance. Donc vous aviez évoqué le plan de relance, mais attention à ce que ces plans de relance ne se traduisent pas par une hausse de la dette. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les grands travaux qui sont mandatés sont pris en charge pour partie par l'État, mais aussi pour partie par les fonds de pension. Donc il y a une privatisation de la prise en charge de la relance, et ça c'est intéressant. Et vous n'avez pas cité une initiative qui me semble très intéressante en tant que patron de start-up Internet, c'est qu'ils ont fait des start-up, des projets innovants, des PME, un axe de développement important, et notamment en incitant à ce que le numérique soit un axe de développement important. Les Anglais occupent aujourd'hui 33% du numérique européen, quand les Français n'en occupent que 16%. Éric Besson est à la manœuvre, Arnaud Giraudon, il parle aujourd'hui du numérique d'ailleurs. Catherine Gers, est-ce qu'il nous faut une grève générale? Est-ce qu'il nous faut une bonne grève générale pour faire quelque chose? Écoutez, moi je trouve que non seulement on peut parler du pragmatisme britannique, mais on peut aussi dire qu'ils ont une façon de piloter la situation beaucoup plus claire et beaucoup plus fine vis-à-vis de leur population que ce qu'on fait nous en France. Il y a 18 mois, quand ils ont adopté ce plan quand même phénoménal. La Big Society. Où il s'agissait de licencier 30 000 fonctionnaires sur 5 ans, la rigueur absolue. Donc, fait en laboratoire, la rigueur, ça entraîne la récession. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Grande-Bretagne. Bon, donc aujourd'hui, c'est la confirmation que la rigueur à 100%, ça mène quand même à une récession. Donc, absolument. Et il faut donc en tenir compte. Tout le monde donc dans la rue aujourd'hui en Grande-Bretagne. Donc immédiatement en parallèle, on annonce des mesures de relance, 35 à 40 milliards d'euros, comme vous dites, ponctionnés sur le privé pour financer des grands travaux. Donc on pilote au plus fin en réintroduisant, comme vous dites, un peu de keynésianisme au moment où tout le monde est dans la rue. Et on a fait l'expérience que la rigueur totale, ça mène à ça. Donc on pilote le virage. Ceci étant, il faut quand même savoir que dans les 5 prochaines années, l'Angleterre va devoir, y compris avec ce qu'annonce Osborne aujourd'hui, emprunter 111 milliards d'euros supplémentaires. Donc, en réalité... Sur les 5 ans qui viennent? Oui. C'est pas beaucoup sur 5 ans, 111 milliards. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas... on continue... Sur un an, oui. Voilà. Non, on continue néanmoins, le Royaume-Uni continue néanmoins à s'endetter, et son ratio d'endettement sur le PIB va augmenter dans les 2 ou 3 ans qui viennent, parce que on continue néanmoins, même si on avance sur le pragmatisme par rapport à nous, on continue à mettre de côté la position qu'on va nécessairement devoir prendre par rapport à l'endettement européen, qui est soit plus d'inflation, soit des abandons de dette partielle. Et tant qu'on n'arrivera pas à cette discussion, certes, l'Angleterre a 18 mois d'avance sur nous, mais elle ne résoudra quand même pas la situation comme ça, puisque dans les 5 ans qui viennent, ces fameux ratios comparables aux critères de Maastricht vont continuer à se dégrader. Très vite, Christian Poyot, 15 secondes là, mais... L'Europe en 2 secondes. L'Allemagne, ils ont fait la réforme il y a 10 ans. On voit qu'aujourd'hui, quand même, ça avance. L'Angleterre, ils ont pris le taureau par les cornes, ils sont en train de le faire maintenant, c'est pas parfait, ça avance, etc. L'Espagne, Zapatero l'a fait, là, ils ont encore changé, ils vont aller plus loin. L'Italie, ça démarre. Nous, on fait quoi? On va voir. La question à suivre, elle sera pour vous, Christian Poyot, dans un instant. Est-ce que chez Micropole, on anticipe la fin de l'euro? Il est 9h14. Quelques réactions d'auditeurs. Votre émission me fait rire, écrit Guy. Vous persistez à ne pas vouloir reconnaître que le monde est devenu fou et que les élites ne maîtrisent plus rien. J'ai des réactions. Oui, alors le monde, il doit être fou depuis à peu près 500 000 ans, hein, grosso modo. Enfin, ou au début de l'histoire, on va dire qu'il y a 5 000 ans. Quoi. Ouais, et puis il y a ce mail d'un auditeur qui réagit à ce qu'on disait hier. Il s'appelle Nicolas, à propos de ce déni de démocratie que l'on redoute pour fabriquer une nouvelle Europe qui serait en adéquation avec les attentes des marchés, beaucoup plus qu'en adéquation avec les attentes des peuples. Bon, Christian Poyot, Micropole, est-ce que vous anticipez la fin de l'euro comme certaines grandes entreprises multinationales qui se disent comment je facture, comment je vends, à quel prix, si tout d'un coup quelques-uns des 17 pays n'avaient plus cette monnaie de référence?
Alors, je vais répondre à votre question, mais avant, première chose, moi je voudrais rappeler que je me suis déjà exprimé à cette antenne sur le fait qu'à mon avis, la Grèce va devoir sortir de l'euro. Je dis pas, c'est pas quelque chose qu'on dit de manière plaisante, et ça sera lourd, compliqué, dangereux, et tout ce qu'on veut, mais la manière dont est structuré l'euro aujourd'hui, et les pays qui sont dans la zone euro par rapport à leur histoire, leur politique de gestion, enfin tout ce qu'on veut, etc., ça ne pourra pas durer exactement comme ça. Donc certains pays devront sortir, et je pense que la Grèce devra sortir en tant que telle. Donc à partir de là, que les pays qui sont les entreprises qui sont exposées à la Grèce, enfin qui sont en Grèce raisonnent sur le sujet, ça me semble loin d'être absurde. Bon, après sur la notion de dire est-ce que l'euro, on va dire au cœur de l'économie européenne, c'est-à-dire les Allemands, les Français, restera, j'en suis intimement persuadé. Non seulement c'est totalement indispensable, bien évidemment, mais j'en suis intimement persuadé. Sinon, on basculerait sur autre chose. L'Allemagne, dans ce cas, se tournerait complètement vers le cœur de l'Europe et essaierait de recréer une autre zone économique qui regrouperait l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, etc. Donc on serait dans un autre monde. Donc moi, je suis persuadé que l'euro va rester parce que c'est l'intérêt de tout le monde, et des Allemands et des Français. Donc pour répondre à votre question, non, je ne spécule pas sur ça. Du fait qu'aujourd'hui, nous, Microplan, on est exposés sur des pays européens, sur la Suisse ou après sur la Chine. Mais encore une fois, que des grandes entreprises, de manière tout à fait pragmatique, raisonnent sur des cas comme la Grèce en disant ça doit sortir, oui, ça ne me choque pas. Voilà. À votre avis, la zone euro, elle est donc avec certains pays uniquement, la zone euro de demain? Ce scénario qui est une rumeur, qui est vaguement confirmé dans les esprits par Wolfgang Schäuble, d'une mini-traité à 6 ou 7 pays où on prendrait les AAA du Nord, peut-être l'Italie, avec un système de ratification, justement pas un processus classique de ratification, mais des accords intergouvernementaux pour aller vite, pour avoir un système flexible. Vous y croyez? Évidemment, c'est vrai que cette construction... Vous croyez à l'idée que demain nous avons une zone euro à 6 ou 7 et que les 10 ou 11 autres pays se débrouillent? Moi, ce à quoi je crois, c'est qu'aujourd'hui la construction de l'euro est bancale. Oui, non, mais d'accord. C'est qu'on ne peut pas. Donc, le procès de l'euro, on le connaît par cœur, mais voilà. Certes, mais donc il faut en tirer les conclusions. Soit on a on a un alignement du politique et de l'économique, c'est-à-dire que les choix budgétaires, les choix des budgets de l'État sont avalisés par les structures politiques. Je reprends la remarque de tout à l'heure notre auditeur qui dit attention à ce qu'il n'y ait pas de déni de démocratie. Donc oui, il faut que il y ait la démocratie qui s'exprime et que les choix politiques se traduisent par des choix économiques, et ceci sous le contrôle des citoyens d'un périmètre européen donné. Et là, on va vers un club, mais de gens qui acceptent ces règles du fédéralisme. Et ceux qui ne l'acceptent pas, ils en sortent. Et aujourd'hui, on est dans un in-between, on est dans une situation intermédiaire qui ne mène à rien. Et donc, effectivement, cette situation crise que nous vivons, c'est un message que les marchés nous délivrent en disant soyez cohérents dans votre gouvernance par rapport économique et politique. Bienvenue les